Salut à tous et bienvenue dans 101% avec la critique de Project Spark, Notchan et Retro & Magic sur Awesome. Mais pour commencer, on regarde les news. Shantae and the Pirate's Curse est le troisième titre de la série créée par WayForward en 2002, alors qu'un quatrième titre est d'ores et déjà en développement, Shantae Have Genie. Pour ce troisième épisode, sorti récemment sur 3DS américaine, Shantae démarre l'aventure sans ses pouvoirs magiques que lui conférait sa nature de demi-génie dans les titres précédents. Pour contrer une menace qui pèse sur Sequin Land, elle va devoir faire équipe avec son ancien ennemi, Risky Boots. Elles vont devoir récupérer les 30 fragments de magie éparpillés un peu partout dans le monde. Avant de récupérer ses pouvoirs, Shantae devra donc utiliser divers objets, dagues, grappins, etc. Certains mécanismes font également penser à Mighty Switch Force du même développeur. Le jeu devrait se rapprocher davantage pour cette fois d'une exploration proche d'un Metroid avec passages secrets et objets cachés. Le jeu est d'abord sorti sur 3DS, bientôt sur Wii et devrait arriver chez nous durant l'hiver. Le studio espagnol Fixiorama ne manque pas d'excellentes références quand il parle de Dead Synchronicity Tomorrow Comes Today, son nouveau titre. Le jeu prévu sur PC et tablette se veut un titre d'aventure en 2D, à l'ambiance classique, avec son lot de distorsions temporelles et d'éléments contre-utopiques. Niveau système de jeu, ce devrait être un point and click qui se revendique de grands classiques comme Monkey Island ou encore Day of the Tentacle, mais également Sanitarium pour l'ambiance plus sombre et torturée. L'expérience devrait aussi tendre un peu plus vers l'open world. Le joueur devrait ainsi pouvoir avancer comme il le souhaite sur les différentes énigmes qu'il aura à résoudre, ce qui comprendra entre autres retrouver son identité et découvrir ce qui a pu entraîner la dissolution, une catastrophe qui a bouleversé l'humanité. Après une campagne de crowdfunding en avril dernier qui avait permis aux créateurs de récupérer plus de 50 000 $, récemment, c'est le studio allemand Daedalic qui a décidé de publier le jeu. Ce qui aura pour conséquence, entre autres, d'aider à la localisation du jeu. Celui-ci devrait dès lors être sous-titré en français lors de sa sortie l'an prochain. Pour les curieux, une démo en alpha est disponible sur le site officiel du titre. Quasiment un an jour pour jour après sa sortie sur ordinateur, l'excellent puzzle game français Tetrobot & Co s'apprête à sortir sur Wii U. Développé à l'origine par les créateurs de Blocks That Matter, dont il est d'ailleurs la suite spirituelle, Tetrobot & Co a été porté sur la console de salon Nintendo par Neko Entertainment. Du coup, les joueurs ont le choix entre différentes configurations. Ils peuvent jouer en pointant une Wiimote vers la télé, via les boutons d'un Pro Controller, et bien entendu, à l'aide de l'écran tactile du gamepad. On peut aussi libérer sa télé pour ne jouer que sur l'écran du gamepad. Pour rappel, le jeu vous propose de contrôler un tout petit robot nettoyeur appelé Psychobot qui peut absorber et recracher des blocs à l'aide d'un rayon tracteur. Des blocs à la consistance et aux propriétés variées qui serviront à avancer dans les niveaux en réparant des tuyaux ou en activant des mécanismes de plus en plus complexes. Un très bon puzzle game, accessible tout en restant ardu, dont vous pouvez voir la critique PC sur Noco. Vous avez toujours rêvé de créer votre propre jeu vidéo? Project Spark est alors peut-être fait pour vous. C'est un jeu accessible sur Xbox One, Xbox 360 et tout autre support Windows. C'est un projet qui s'annonçait comme très prometteur. Alors est-ce qu'il va surpasser Little Big Planet? Medoc va probablement nous permettre de juger ça dans la critique. Notre champion marchait en silence sur une longue route. Comme pris dans une transe, il se sentait mystérieusement attiré vers le village de Verdia, où le festival codien s'apprêtait à commencer. Depuis toujours ou presque, les développeurs sont plutôt ouverts à l'idée de confier aux joueurs les clés de leur production. Même sans aller jusqu'à évoquer le marché PC, qui baigne dans la culture des mods et du bidouillage, il n'est pas rare de trouver des titres où il est possible de se substituer aux créatifs. Dans les années 80, la version Famicom Disk System d'Excitebike proposait par exemple un éditeur de circuit complet et particulièrement facile à prendre en main. Avec l'essor d'Internet et la connectivité accrue de nos consoles, le phénomène a évidemment pris une ampleur beaucoup plus importante dans le courant des années 2000. Désormais, il n'est plus simplement question de créer un peu de contenu pour amuser les copains. Il s'agit aussi de le partager à l'échelle planétaire, tout en profitant en retour de travaux venus du monde entier. Une sorte d'émulation perpétuelle qui profite autant aux joueurs qu'aux jeux en eux-mêmes, les Little Big Planet ayant bâti l'essentiel de leur renommée à la seule force de leur communauté. Et c'est le succès aussi insolent qu'imprévisible de la série de Media Molecule que Microsoft tente aujourd'hui de reproduire. En effet, avec Project Spark, le géant américain entend attirer à son tour tous les game designers en herbe. Project Spark a comme particularité d'être un free-to-play disponible sur Xbox One et sur les plateformes tournant sous Windows 8.1.
Pour 0 €, il permet donc de prendre en main ses outils de création, de partager ses œuvres, mais aussi de s'essayer à celles des autres joueurs. Tous les petits curieux équipés du matos adéquat peuvent donc facilement se faire une idée de ce qu'il a à proposer. Aux côtés de cette version gratuite, on trouve une version boîte, vendue 40 €, qui inclut le pack débutant, un pack de contenu qui porte assez bien son nom. En plus des personnages et univers additionnels auxquels il donne accès, celui-ci comporte en effet le premier épisode d'une aventure solo baptisée Quête du champion. Concrètement, il s'agit d'un jeu d'action-aventure à la troisième personne qui permet de se familiariser en douceur avec les mécaniques de création. L'équipe devait réparer le bug de code pour En utiliser effet, ici les puzzles ne se règlent pas à coups de manivelle ou de blocs à déplacer. Pour nous plonger dans l'univers de la programmation, le jeu demande de retrouver des glyphes de code, soit des lignes de code, qu'il faudra ensuite placer dans le bon ordre afin d'obtenir la réaction voulue. L'équipe est parvenue à réparer le code en panne. Quête du champion propose donc une manière ludique d'appréhender le concept de Project Spark, même s'il ne suffit clairement pas pour en découvrir toutes les subtilités. Vous l'aurez compris, Project Spark n'est pas un jeu à proprement parler, il s'agit davantage d'un outil de création qui permet de réaliser son jeu de A à Z. Il permet ainsi de modeler les niveaux à sa convenance, de choisir le type de gameplay, de travailler la mise en scène, de programmer les IA, mais aussi de définir toutes sortes de règles pour encadrer le tout. En effet, grâce au principe de code, il est possible d'avoir la main sur à peu près chaque aspect de sa création. Cela va de la configuration des touches au système de caméra, en passant par la mise au point de scripts beaucoup plus complexes qui permettent d'élaborer des quêtes qui rythmeront la progression de son jeu. Project Spark permet de faire toutes sortes de choses et ne s'arrête pas à un genre ou à un univers en particulier. Il est tout à fait possible de créer un shooter futuriste, une aventure légèrement horrifique en vue subjective, ou bien un RPG au tour par tour dans un monde heroic fantasy. Sur le papier, Project Spark est un outil sacrément puissant. Le problème, c'est qu'il n'est pas suffisamment user-friendly pour convaincre. Passe encore ses menus imbuvables et son interface fastidieuse à la manette. Deux choses posent davantage problème. La première vient du système de code. Particulièrement complexe à maîtriser, celui-ci demande un réel investissement de la part du joueur et ne permet pas de réaliser rapidement de petits jeux simples et amusants. Même après avoir parcouru les tutos, même en ne partant pas de zéro et en utilisant les codes préprogrammés mis à notre disposition, il n'est pas donné à tout le monde d'aboutir à un résultat à peu près décent. Preuve en est, après plusieurs mois de bêta et presque un mois après la sortie officielle du jeu, la communauté n'est toujours pas parvenue à pondre un jeu suffisamment soigné pour être montré en exemple. L'autre souci de Project Spark vient de l'omniprésence des micro-paiements. S'il est tout à fait possible de débloquer du contenu simplement en jouant et de gagner de la monnaie virtuelle à dépenser dans du contenu additionnel, la lenteur de la progression semble avoir été calibrée pour inciter les joueurs à mettre la main à la poche. C'est d'autant plus vrai que certaines fonctionnalités passent à la trappe si l'on ne dispose pas du contenu adéquat. Project Spark donne en effet la possibilité de retoucher les jeux réalisés par les autres joueurs. Sauf que si l'on ne possède pas les éléments utilisés pour les créer, cette option devient purement et simplement inaccessible. On en arrive à un point où l'on regrette le parti pris du free-to-play, puisque ce dernier ajoute des contraintes à un jeu déjà suffisamment complexe de base. Project Spark part d'une bonne intention, qui est celle de mettre entre nos mains un outil de création suffisamment complet pour pouvoir donner vie à nos fantasmes de game designer. Et quelque part, il ne trahit pas sa promesse de départ grâce à son système de code, à la fois malin et relativement exhaustif. Néanmoins, cela ne signifie pas pour autant qu'il s'agit d'une réussite. En effet, les nombreuses possibilités et la complexité du tout finiront par décourager la plupart des joueurs qui s'y essaieront. C'est d'autant plus vrai que Project Spark donne l'impression de pouvoir faire plein de choses, mais rien avec un niveau de finition suffisamment élevé pour flatter notre ego. Il suffit de voir Quête du champion pour s'en convaincre. Ce contenu proposé directement par les développeurs du jeu s'avère en effet très simpliste et ne donne pas une idée du niveau auquel on peut espérer s'élever. À moins qu'il incarne justement les limites qualitatives auxquelles on peut arriver avec Project Spark. Dans ce cas, et à moins d'être particulièrement déterminé à mettre les mains dans le cambouis, inutile de perdre votre temps. Car en plus des nombreux micro-paiements au prix abusif, le jeu, déjà pas bien joli, souffre de nombreux ralentissements et de soucis de caméra. Damn. Get out. Merci pour vos t-shirts Biquette pour notre chaîne, ça m'a fait très plaisir de voir vos créations. Il y avait des choses trop chou poupou. Et comme vous l'avez peut-être vu dans notre chaîne il y a 2 semaines, c'est l'œuvre de Silly-san qui a été sélectionnée. Bon, elle peut paraître simple, mais il y a un degré de mignonnerie qui est vraiment conséquent. Les grosses oreilles tombantes, la forme rebondie de la tête et la petite bouche espiègle, c'est ce qui m'a fait craquer.
En plus, je trouve que la coupe débardeur va très bien à notre Chan, ça met ses muscles en valeur et la couleur rose-rouge sublime son teint. Donc bravo et encore merci Silly-san. Il y a eu d'autres créations, je vous propose de les regarder ensemble après notre Chan, sans t-shirt Biquette cette fois. Salut Zotac, c'est Nochan. Oh, je suis toute excitée. Regardez ce que j'ai enfin en possession. Le nouvel iPhone. À moins que... Selon vous, je me serais fait avoir? Oh zut alors. Ce serait simplement une idée farfelue du designer Ivan Epling qui aurait miniaturisé le célèbre Apple IIe pour célébrer les 30 ans de la machine. Tout de même, c'est moche d'essayer de m'abuser. C'est que j'ai gardé mon âme d'enfant, moi. Je suis pur et innocent. Oui, d'accord, avec une libido un brin plus développée. Mais ne me faites pas digresser. Je disais, c'est moche de décevoir ceux qui ont gardé une âme d'enfant, ou pire, les enfants eux-mêmes. Par exemple, en leur faisant croire qu'on va leur montrer le prochain trailer du nouveau Monster Hunter... avec des chats. Bon, pas sûr que ce soit très crédible, hein, on est bien d'accord. Certains développeurs japonais, quant à eux, se posent sérieusement la question de savoir comment intégrer les compagnons félins de tout un chacun dans un RPG. Ils ont ainsi abouti à Nekomimi Sabaiba. Développé par la société G+, ce jeu vous proposera de photographier votre chat et l'intégrera dès lors à vos côtés pour participer à différents combats. Ah, le Japon. C'est quand même autre chose, hein. Ce qui ne veut pas dire que les adultes sont forcément moins fourbes là-bas, hein. Mais quand on fait une sculpture version Figma du type le penseur de Rodin, au moins elle est articulée pour qu'elle puisse prendre d'autres poses. Ah, avoir les plus belles sculptures du monde sur sa table de chevet et pouvoir leur faire prendre des poses à la JoJo's Bizarre Adventure, ça fait rêver. Mais pourquoi se limiter à cela? Pourquoi offrir à son enfant une voiture à pédales quand on peut lui construire un mecha? Et la société Sakakibara Kekai, fondée en 72 et basée dans la région de Gunma, un peu à l'écart de Tokyo. Elle a développé plusieurs modèles de robots qui font la joie des groupes scolaires et des enfants qui viennent en visite. Ou alors, on peut aussi penser à ce vieux monsieur, Okada Kainichi, 67 ans, ingénieur des chemins de fer à la retraite. Après avoir construit une maquette en plastique de Gundam avec ses deux petits-enfants, il s'est dit que ce serait encore mieux si la maquette était plus grande. C'est pourquoi il a fini par construire dans son jardin une maquette de 2 mètres de haut et pesant une quarantaine de kilos. Et il s'agit du modèle Hyakushiki qui apparaît dans la série Gundam Zeta. Malgré d'importants problèmes de santé, il aura tout de même réussi à terminer son impressionnante maquette en octobre 2014. Y a pas à dire, les grands-pères au Japon, ils sont bien cool quand même. Tout comme cette réponse légère et élégante à un problème nettement plus sérieux. Après des circonstances qu'on peut imaginer sans peine dramatiques, comment faire accepter à un enfant une prothèse de main? La réponse de Pat Starrace, designer, ingénieur et artiste à ses heures, lui donnait une main d'Iron Man. Grâce à l'impression 3D, l'artiste a réussi à créer un modèle de prothèse, léger et fonctionnel, sans fil, ficelle ou mécanisme visible. Tout est dissimulé dans 2 modules amovibles dont un bourré d'électronique. Celui-ci peut renfermer divers dispositifs médicaux, mais aussi une batterie, une télécommande Bluetooth ou un micro. Oui, comme ça, la main peut réagir à la voix, et le répulseur au centre de la paume pourra s'activer à l'envie. Jarvis, thrusters on. Pour un peu de quoi faire des jaloux. C'est vrai que je n'avais jamais pensé à offrir un déguisement d'Iron Man à un petit cousin. J'avais plutôt proposé un équipement de manœuvre tridimensionnel fonctionnel, tiré de l'attaque des titans. Mais comme l'attirail pèse tout de même une dizaine de kilos, coûte un peu plus de 10 000 yens, environ 730 €, on m'a dit que ce n'était pas forcément pour les enfants. Alors je suis bien embêté, hein, j'avais déjà commandé. Bon, je suppose que je vais devoir le garder pour moi dans ce cas. J'ai hâte d'être en janvier prochain pour sur mon colis. Mon prochain cosplay va assurer avec ça. Et sur ce, je vous conseille à vous aussi de garder votre âme d'enfant. Et je vous dis à la prochaine les otaku. Encore merci pour vos créations de t-shirt Biquette, mon cochon d'Inde. On en a eu quelques-unes, comme ce t-shirt proposé par Brun 513. Alors j'aime bien le petit nez rose, il est bien travaillé, ainsi que la petite bouche interloquée, mais je dirais que la forme de la tête est pas vraiment la même que celle de Biquette. Biquette, c'est une boule. Et les oreilles, elles sont un petit peu petites aussi, mais c'est une interprétation intéressante.
Ensuite, il y a l'œuvre de Lei Kun. Alors ce que je note tout de suite dans ta création, c'est le souci du détail. Tu as utilisé différentes couleurs pour créer du contraste sur le pelage. En plus, le rose dans les oreilles, c'est trop mignon. Je pense qu'avec un petit nez plus marqué, ça aurait encore plus déchiré. Mais on voit qu'il y a du travail derrière tout ça. Et pour finir, on a le t-shirt de Pat Striff, qui est vraiment pas mal du tout. J'avoue que j'ai beaucoup hésité avec la biquette de Silly-san. T'as même fait les moustaches. Je dirais que les yeux sont un peu petits, mais je pense que ça aurait renforcé son côté mignon. Mais sinon, t'as vraiment bien capté le style de biquette. Donc voilà, encore merci pour vos créations. C'était amazing, je dirais même awesome. Et ouais, awesome comme le shoot spatial développé par Reflexion qu'on va voir dans Retro & Magic. Connu entre autres pour avoir donné naissance aux séries Shadow of the Beast, Destruction Derby ou encore Driver, le studio Reflections, qui appartient aujourd'hui à Ubisoft, s'est également laissé tenter par le genre shoot'em up avec Awesome sur Amiga. Sorti en 1990, ce titre mélange différents types de gameplay et propose une mission que seuls les plus persévérants parviendront à relever. Dans Awesome, le joueur est aux commandes du vaisseau spatial Elapidé. Le capitaine et l'équipage de ce dernier n'ont qu'un seul objectif, fuir le système Octaria, menacé de destruction par une race guerrière et sans pitié nommée Omican. Pour y parvenir, le vaisseau doit auparavant naviguer entre les différentes planètes du système afin d'y collecter un maximum de carburant. Mais avant d'atteindre chaque planète et de s'y ravitailler, il faudra obligatoirement passer par 4 phases bien distinctes. La première phase offre un plan resserré sur l'Elapidé et donne la possibilité de faire pivoter la caméra sur 360 degrés. Avec ses faux airs d'astéroïdes, un classique d'Atari datant de 1979, cette séquence demande d'anéantir un nombre défini d'ennemis ou d'éléments menaçants. Le vaisseau occupant une bonne part de l'écran, il faut bien jauger ses mouvements et garder un œil sur le radar situé en bas à gauche. La deuxième phase confronte la tête du vaisseau Elapidé à une ou plusieurs créatures simulant un effet 3D, à la manière d'un Space Harrier. Intense et assez brève, cette épreuve se franchit sans réelle difficulté. C'est lors de l'étape suivante que l'on survole l'une des planètes du système Octaria, avec l'obligation, une fois encore, de détruire un nombre précis d'assaillants avant de dénicher la zone sur laquelle on pourra poser son appareil. C'est ensuite que la quatrième et dernière phase démarre. Bien plus ardue que les précédentes, elle met en scène le capitaine du vaisseau. Armé d'un pistolet laser, le vaillant pilote doit trouver en un temps limité l'entrée d'une station galactique où il pourra goûter à un repos bien mérité jusqu'au prochain voyage. Cette virée pédestre engendre de grosses frustrations car elle exige de connaître le niveau par cœur sous peine de se faire massacrer en quelques secondes. Le jeu impose en effet un temps minimum pour trouver la sortie, un compte à rebours assez stressant car celui-ci est également réduit à chaque fois que le capitaine subit des dégâts. À chaque fois que le personnage est touché, de précieuses secondes s'envolent, ce qui s'avère assez rageant, surtout lors des premières parties. Une fois la station atteinte, le joueur peut gérer le niveau de carburant, acheter de nouveaux équipements comme des protections ou des armes supplémentaires, vendre des items et planifier son prochain voyage. Ces moments dédiés à la gestion permettent de faire retomber la pression, même si l'interface n'est pas des plus ergonomiques, à l'image du NAVCOM, le programme permettant de sélectionner sa prochaine destination. Pas simple à appréhender au début, le NAVCOM se doit d'être maîtrisé un minimum pour espérer voir un jour le dénouement du jeu. Un aspect tout aussi important est la gestion des équipements intervenant entre chaque phase de gameplay, qui permet aussi de distribuer les points d'énergie restants entre la puissance de feu et la résistance du vaisseau. Avec ces différentes phases de jeu, Awesome se montre indéniablement généreux, mais se perd hélas parfois en route. Les différents niveaux à bord de l'Elapidé sont plutôt distrayants, mais s'avèrent bien trop courts. Certes, ils reviennent sans cesse au fil des voyages, avec différents ennemis et obstacles, mais le fan de shoot'em up en ressort le plus souvent frustré. A contrario, les passages où l'on se retrouve dans les bottes du capitaine sont plus longues, moins amusantes à prendre en main et surtout, trop punitives. Malgré ce constat en demi-teinte concernant le fond, Awesome se rattrape sur la forme. Sur ce point, les créateurs de Shadow of the Beast ne déçoivent pas. Sans forcément parler de claques techniques, Reflections fait honneur aux capacités de l'Amiga. Les graphismes sont soignés et l'on sent constamment cette volonté d'en mettre plein les yeux, à part peut-être lors des phases à pied moins réussies d'un point de vue visuel. Les signatures esthétiques si particulières du studio anglais sauvent toutefois la mise. Quelques ralentissements sont également à noter par moment, mais rien de bien grave.
Et que dire de la bande-son composée par les talentueux Tim et Lee Wright, bien connus des fans de Shadow of the Beast 2 et 3. Il n'est pas exagéré de dire qu'elle confère au jeu 50% du plaisir qu'il procure. Mention spéciale au thème galvanisant accompagnant les 2 premières phases de shoot. A noter que le jeu fut ensuite porté sur Atari ST et FM Towns. Si la réalisation graphique et sonore perd en qualité sur le micro d'Atari, la mouture FM Towns est simplement sublime. Sa seule faute de goût, de nouvelle musique étonnamment guillerette et moins marquante que les compositions des frères Wright. C'est d'autant plus dommage que les musiques de cette version étaient en qualité CD. Loin d'être parfait, Awesome compense ses faiblesses avec un contenu assez riche et une réalisation de haute volée. L'ensemble constitue une expérience intéressante pour les joueurs avides de Challenge Galactic. Voilà, 100%, c'est fini pour aujourd'hui. La prochaine fois, je reviendrai sur le thème de l'Ijime. Il y a 2 semaines, je vous avais parlé des causes. Jeudi, je vous parlerai plus des réactions des professeurs face à ça, des conséquences et des mesures prises par le gouvernement. Allez, ciao!